Deuxième jour de la visite du président de la République Alassane Ouattara au Congo. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Pointe-Noire où il a visité le port autonome de la localité. La journée mondiale de l'océan a été célébrée aujourd'hui. Thème choisi pour l'édition 2013. Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Grand-Bassam. Les usagers de l'axe Dikodougou-Tioro peuvent pousser un ouf de soulagement avec le reprofilage de ce tronçon long de 52 km. Les populations souhaitent maintenant le bitumage de la voie. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La victoire à tout prix et les éléphants de Côte d'Ivoire ont assuré cet après-midi en battant les Scorpions sur leur propre terrain en Gambie. 3-0, c'est le score à la fin du match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui se jouera au Brésil. Du sport, mais aussi de la culture dans cette édition. La finale du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire se tiendra tout à l'heure au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour désigner parmi les 24 candidates celle qui succédera à Hélène Valérie Diouka, qui sera donc la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. La réponse sera connue ce soir. Eh bien, pour vous faire vivre l'événement en direct, nos reporters sont sur place. Nous retrouverons dans quelques instants Gabriel Zani. Et comme chaque samedi, dans une trentaine de minutes, nous aurons la page culture. Nous parlerons aujourd'hui du cinéma ivoirien avec un invité, M. Fadiga Kramo Lanciné, directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Mais avant, rendons-nous à Brazzaville, où le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite depuis hier. Au deuxième jour de sa visite au Congo, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est rendu à Pointe-Noire, où il a visité le port autonome de la localité. En compagnie de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, le président ivoirien a reçu un accueil chaleureux. Les drapeaux congolais et ivoiriens ont flotté hier dans les rues de Brazzaville. Le peuple congolais, comme un jour de fête, s'est déplacé pour réserver au président ivoirien un accueil chaleureux. Viviane Aymin nous fait revivre ces instants. C'est une forte mobilisation des autorités congolaises, mais aussi du peuple congolais que le président de la République, Alassane Ouattara, a trouvé en arrivant ce vendredi après-midi à Brazzaville. De nombreux groupes de danse et d'animation rivalisant de démonstrations. Au sortir du salon d'honneur, le président Denis Sassou Nguesso, conduisant son hôte, le président Alassane Ouattara, n'ont pas résisté à l'appel du peuple. À bord de la voiture décapotable dans laquelle ils avaient tous les deux pris place, ils ont communié avec la foule. Sur une longue distance avant de gagner la résidence des hôtes où le chef de l'État ivoirien va résider durant son séjour. Voilà, la visite du président de la République au Congo s'achève demain. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est en Grande-Bretagne où il participe au nom du chef de l'État Alassane Ouattara à la conférence internationale sur la malnutrition. L'objectif de la rencontre, convaincre plusieurs pays multinationaux et autres associations caritatives de débloquer plus de fonds pour aider les pays en voie de développement à produire leur propre nourriture. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial en Grande-Bretagne. Franck et Mwadjouma sont tanzaniens. Dans leur enfance, ils ont connu la faim.
Une situation qu'il dénonce ce samedi devant le secrétaire d'État David Cameron. La Grande-Bretagne préside cette année le G8. Le chef du gouvernement britannique l'a dit, il faut que les pays donateurs renforcent les plans d'appui à la lutte contre la malnutrition dans les pays en voie de développement, surtout dans les pays en conflit. Si nous investissons dans des pays avant qu'ils s'effondrent, nous n'aurons peut-être pas à dépenser autant d'argent pour gérer les problèmes qui en découlent, comme l'immigration de masse ou des menaces contre notre sécurité nationale. C'est pourquoi, oui, la Grande-Bretagne continuera à mener ce combat de front. La rencontre est aussi l'occasion pour les pays africains de dresser l'état des lieux de leur politique de nutrition, de s'enrichir du succès des autres dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, mais aussi de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, des initiatives sont engagées, mais beaucoup reste encore à faire. La Côte d'Ivoire a l'essentiel pour se nourrir, mais il faut faire mieux. Nous avions indiqué l'engagement du gouvernement sur un plan de 5 ans avec 160 millions de dollars. C'est-à-dire qu'autour de 80 milliards de francs CFA au niveau du budget ivoirien, mais avec aussi les partenaires extérieurs, pour régler l'essentiel de ces dossiers de malnutrition. Le G8 reste conscient de la nécessité de pleinement s'impliquer dans l'aide aux pays africains. La participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous revêt de lourds intérêts. Premièrement, l'adhésion officielle du pays à l'initiative du G8 portant sur la nutrition pour la croissance et aussi un repositionnement à l'échiquier international avec des accompagnements importants pour la relance économique. C'est dans ces couloirs, lors de ces rendez-vous, que se décident les différents rapports et autres accords avec les décideurs du groupe D8. Déjà hier, la possibilité d'un renforcement des investisseurs du groupe anglais Unilever dans le pays a été évoquée. Si les choses se passent bien, cela devrait être fait pour 2016. Ce sont des milliers d'emplois en perspective dans le pays. Merci Alexis Ouedraogo. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, est en mission à l'étranger pour chercher des partenaires. L'objectif est de finaliser les négociations relatives à plusieurs chantiers de coopération dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Le récit est signé Alvaro Assar. C'est dans le cadre de la recherche de partenariats privés dans le secteur du transport routier que le ministre des Transports, Gaoussou Touré, mène cette mission en Suède. La délégation du ministre a rencontré les responsables de 3 entreprises de construction automobile et visité un centre de formation et de développement du transport routier pour découvrir les compétences de ce pays dans le domaine de l'automobile et du transport routier. Ces entreprises ont manifesté une volonté réelle de s'associer au projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. Le ministre des Transports s'est réjoui de cette décision et les a remerciés pour l'intérêt qu'elles accordent à la Côte d'Ivoire. Après les échanges, l'occasion a ensuite été donnée à la délégation ivoirienne de visiter le centre de formation suédois de sécurité routière. Ici, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante forme ses agents techniques. La formation porte sur la démocratie et l'organisation des élections. Le président Youssouf Bakayoko, présent à cette session de formation, s'est prononcé sur les derniers résultats des élections législatives et municipales. Le reportage de Mamadou Kwasi. Fini le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI se prépare pour les futures élections générales. Les agents techniques de cette institution renforcent leurs capacités en culture démocratique et à la bonne gouvernance. Notre mission de former les responsables des élections est une mission permanente. Faire en sorte que toujours le pays dispose de cadres capables d'organiser les élections. Les représentants de l'Union africaine, les structures partenaires en charge des élections, saluent les efforts de la CEI depuis l'élection présidentielle de 2010. Se prononçant sur les dernières élections couplées, municipales et régionales, le président de la CEI s'est félicité de la confirmation des résultats proclamés par son institution. Ces résultats nous appellent, nous Ivoiriens, à reconnaître que la commission électorale indépendante travaille dans un esprit d'équité et que de ce fait, les candidats, s'ils sont déclarés comme ayant perdu, doivent se dire qu'il n'y a aucune espèce de conspiration par derrière. Ils doivent accepter les résultats parce qu'ils sont des résultats qui résultent du vote des Ivoiriens. Les participants ont été formés sur 4 modules. Des modules qui permettront aux agents techniques de la CEI de corriger toutes les imperfections constatées au cours de leur mission. Et je vous livre ce communiqué
émanant donc de l'Assemblée nationale. Monsieur Koné Brahima Yves, président de la Commission des affaires économiques et financières, convoque, mesdames et messieurs, les députés membres de la dite commission à la réunion du lundi 10 juin 2013 à 10h à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale. Hors du jour, examen du projet de loi portant organisation, réglementation et coordination du système statistique national. Je vous l'annonçais en début de journal, la Journée mondiale de l'océan a été célébrée aujourd'hui. Thème choisi pour l'édition 2013, ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Grand-Bassam et l'accent a été mis sur la sensibilisation pour protéger les océans. Le reportage de Léon Pro. La Côte d'Ivoire, c'est un littoral long de plus de 560 km. Une zone économique difficilement rentable à cause des agressions humaines sur l'océan et ses rives. Cette réalité, marquée notamment par la pollution et l'érosion côtière, les habitués des plages en savent quelque chose. Quand vous prenez le long, il y a plein d'endroits qui sont dévastés totalement. Il y a même des bungalows où on ne peut même plus s'installer. Et au-delà de ça, quelquefois quand vous êtes là, vous nagez, c'est tout un amas de saleté qui vient vers vous. Face à ces menaces, les riverains de l'océan, les populations de Grand-Bassam en particulier, proposent l'ouverture de l'embouchure, un dossier sur lequel travaille le gouvernement. Comment faire pour que nous puissions l'ouvrir sans qu'elle ne se referme? C'est ce à quoi le gouvernement s'attelle et je crois qu'on a déjà franchi la première étape. Dans ce mois de juin, nous espérons que nous aurons donc les différentes options qui seront proposées au gouvernement. Et par la suite, nous allons faire l'étude de faisabilité de l'option qui aura été choisie et puis enclencher les travaux. En attendant, les populations ivoiriennes sont invitées au changement de comportement. Il s'agit de limiter l'action de l'homme sur l'océan en débarrassant par exemple la mer de toute ordure, en créant sur les côtes des jardins. Le ministère en charge de l'environnement et ses partenaires, le programme des Nations Unies pour l'environnement, Miss Monde et Miss Afrique du Sud Environnement en ont donné le coup d'envoi à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Journée également marquée par 2 panels pour sensibiliser sur l'importance de l'océan pour l'homme et la planète. L'EPP Vredi 3, dans la commune de Port-Boué, a désormais son club vert. Ce club va faire la promotion des bonnes pratiques pour la préservation de l'environnement en milieu scolaire. L'action sera menée conjointement avec une école sud-africaine. Le reportage de Léon Pro. En tant que Miss Earth Afrique du Sud, je me suis surtout concentrée sur la protection des rhinocéros contre le braconnage. En ce qui concerne les questions environnementales, je me suis concentrée également en ce qui concerne la protection des arbres, parce qu'ils constituent pour nous et pour notre environnement la clé, n'est-ce pas, de notre existence. Cette expérience en matière de protection de l'environnement, Miss Environnement Afrique du Sud va la partager avec la Côte d'Ivoire. À la clé, le jumelage d'une école de son réseau de défense de la cause environnementale avec l'école primaire publique Vredi 3 dans la commune de Port-Boué. Le partenariat est stimulé par le ministère en charge de l'environnement pour la mise en œuvre de son projet Éducation pour un développement durable à la base. L'éducation de l'enfant, c'est l'éducation de la nation. Quand on apprend à sensibiliser l'enfant, on est sûr d'avoir des citoyens sensibles à l'environnement, disons en un mot des éco-citoyens. Dès la rentrée prochaine donc, les actions de sauvegarde de l'environnement, l'aménagement du cadre de vie seront entre autres les enseignements de plus au programme à l'EPP Vredi 3. Un véritable laboratoire de l'éducation pour un développement durable animé par le club vert de l'école. Un club soutenu par la mairie de Port-Boué, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et plusieurs autres partenaires. Emploi jeune, lutte contre le travail des enfants. Ce sont les priorités du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les directions régionales et départements du ministère viennent de tenir justement une rencontre pour parler de ces questions. Ils sont venus des différentes communes de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan pour prendre part à cette rencontre. Eux, ce sont les directeurs régionaux et départementaux du ministère d'État, de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sujet de la rencontre, renforcer la coordination des activités entre les directions des différents départements du ministère sur tout le territoire national.
La rencontre a été également une occasion pour travailler sur le démarrage des projets du second trimestre 2013. Les ressources que l'État nous a données, comme les ressources de nos partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement, vont être mobilisées autour de 4 axes importants. Création d'emplois pour les jeunes. Donc, on va former les gens pour répondre aux besoins d'emploi. Nous allons également, n'est-ce pas, nous atteler à la question importante de la mise en œuvre effective, la couverture maladie universelle. Et nous avons, bien sûr, comme nous l'avons dit, lutté contre le travail des enfants. Le programme des projets du second trimestre 2013 et ses prévisions budgétaires de 2014 permettront d'employer plus de jeunes et surtout ceux qui ont été à l'INFES et dans les autres institutions qui engagent la responsabilité de l'État. Le reportage de Serge Gongomé était commenté par Honorine Angori. Les APE, accords de partenariat économique, sont des conventions par lesquelles l'Union européenne et les pays africains s'accordent pour la libre pénétration de leur marché par les produits des 2 espaces économiques. Jusqu'à octobre 2014, les avantages liés à ces accords pourraient cesser si les pays africains, notamment ceux de l'espace CEDEAO, ne parviennent pas à ratifier ces accords. Justement, face à la menace, une conférence est tenue ce jeudi à Abidjan à l'initiative de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de trouver une solution et c'est ce que nous dit Léon Brou. Accès des produits, notamment les matières premières ivoiriennes et ghanéennes au marché européen, sans droits, taxes et autres frais de douane. Ces avantages sont les fruits des accords intermédiaires qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana à l'Union européenne depuis 2008, le temps pour les pays d'Afrique de l'Ouest de ratifier les accords de partenariat économique APE pour le libre-échange commercial avec l'Union européenne. Le Parlement européen a quasi à l'unanimité voté une date qui est la date du 1er octobre 2014 et c'est une date avant laquelle les accords qui ont déjà été signés, les accords intérimaires qui ont déjà été signés avec l'Union européenne, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, date avant laquelle ces accords doivent être ratifiés par les assemblées, sans quoi et la Côte d'Ivoire rentrerait alors dans un régime commercial différent de celui dont elle bénéficie maintenant. La menace est grande, l'Europe constituant le premier partenaire commercial de l'Afrique de l'Ouest, un vaste marché de plus de 300 millions d'habitants, de nombreuses ressources non encore exploitées et une croissance de 5%. Il faut donc arriver aux conclusions des APE. Ce sont des questions assez techniques qui font encore l'objet de discussions, mais dans le fond, la chose la plus importante, c'est l'appréciation de l'intérêt de l'APE pour nos États. Là-dessus, nous pensons qu'il y a un travail à mener et c'est tout le sens de l'atelier d'aujourd'hui. En clair, il s'agit d'envisager les solutions aux problèmes de la région ouest-africaine. Les échanges ont donc porté sur la situation précise des APE. Question d'évaluer ces accords pour lesquels les négociations entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest ont démarré depuis 2003. Le manioc est identifié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, comme un tubercule d'avenir dans la lutte contre la pauvreté. Le dernier rapport de la FAO montre les avantages de ce produit. Adama Kone pour le récit. En Côte d'Ivoire, ses applications sont nombreuses. Le manioc est à la base de bien de mets prisés par la population. Plakali, foutou, galette et le légendaire atiké. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le gaba qui fait partie de la première nourriture d'abord. Le gaba, c'est une nourriture qui est moins chère et puis qui sauve beaucoup la population, qui se trouve partout. Le gaba me plaît. Bon, moi c'est mon plat préféré, je mange 3 à 4 fois par jour. C'est léger. Avec les tradis praticiens, ça passe rapidement. Il est clair que ce tubercule fait le bonheur des populations défavorisées. C'est justement cet aspect qui intéresse le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Dans un rapport publié fin mai à Rome, l'organisation voit dans la culture du manioc un puissant moyen de lutte contre la faim. La production mondiale a augmenté de 60% depuis 2000. Pour la stimuler davantage, l'organisation onusienne a mis en application une nouvelle méthode baptisée « Produire plus avec moins ». Une technique pouvant améliorer les rendements jusqu'à 400% avec le pic de 35 tonnes à l'hectare, comme cela a pu être constaté au Vietnam.
À l'échelle nationale, les chiffres concurrencent déjà ceux de l'international. On peut le dire, la Côte d'Ivoire cultive dans la cour des grands. Le manioc est très facile à cultiver. Le manioc s'adapte à tous les sols. Que vous soyez au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, au nord, le manioc pousse partout. Donc à cause de cette facilité, le pays tout entier est un champ de manioc. Aujourd'hui, la productivité avoisine les 30 tonnes à l'hectare. Les 30 tonnes à l'hectare. Donc c'est vraiment un facteur aujourd'hui important de développement au niveau de la Côte d'Ivoire et puis de lutte contre la pauvreté. Près de 2 500 000 tonnes de manioc sortent chaque année des champs en Côte d'Ivoire. Le manioc présente donc un bon potentiel, surtout que cette culture est l'une des moins affectées par le changement climatique. Voilà, c'était le récit d'Adama Koné. La Côte d'Ivoire continue son repositionnement après la tenue en novembre dernier de la conférence mondiale du cacao. La Côte d'Ivoire reçoit le monde agricole cette fois dans le cadre du palmier à huile. Ici, on note que c'est le premier congrès du secteur. Noël Gnagno fait l'état du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Le palmier à huile, son produit, l'huile de palme, l'or rouge. La seule spéculation agricole ivoirienne qui subit sur place toutes ces transformations. C'est l'une des rares spéculations pour lesquelles nous avons une première transformation, une deuxième transformation et une troisième transformation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous ne vendons pas le régime en tant que tel, nous vendons de l'huile raffinée. 20% de cette production industrielle est consommée localement, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays consommateur d'huile végétale de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. 22 usines assurent la transformation de cette production industrielle pour une capacité de 910 000 tonnes d'huile de palme brute par an, 290 000 tonnes d'huile raffinée et 60 000 tonnes d'huile palmiste. Pour cette production, 215 000 hectares de plantations de palmiers à huile sont exploités, 160 000 hectares par les planteurs villageois et 55 000 hectares de plantations industrielles. La production, la transformation, le transport des produits du palmier à huile génère directement ou indirectement 200 000 emplois réguliers. Si l'on tient compte des familles, on peut estimer à 2 millions de personnes concernées par le palmier à huile et ses produits, soit 10% de la population ivoirienne. Les usagers de l'axe Dikodougou-Tioro peuvent pousser un ouf de soulagement avec le reprofilage de ce tronçon long de 52 km. C'est bien sûr dans le nord. Les populations souhaitent maintenant, qu'à quelques jours de la visite d'État du président de la République dans la région des Savanes, que cette voie soit bitumée. Le reportage de Soro Corona est commenté par Diara Souba Larsen. La route précède le développement, dit l'adage, et est bien compris par les cadres du département de Dikodougou. En effet, depuis 2010, ces leaders politiques et d'opinion, avec à leur tête le maire de Guiembé, le colonel-major Issa Koulibaly, procèdent au reprofilage de l'axe Tioro-Dikodougou long de 52 km. Cette année, les travaux de reprofilage rentrent dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU, et vont s'étendre au-delà de Dikodougou. Les travaux de reprofilage, bien qu'ils soient en cours, constituent un grand soulagement pour les usagers de cette route et pour les populations du département de Dikodougou. Ainsi, ils sont reconnaissants au président de la République et à leurs cadres. Souvent, si la pluie vient là, souvent on ne peut pas passer sur la route là, mais maintenant là, c'est propre même. Tout le monde à l'aise. Tout le monde à l'aise même. Vraiment, non, on ne peut pas mettre 8e même. Vraiment, la route, ça me plaît beaucoup là. Ça me plaît beaucoup parce qu'on roule, c'est propre. Quand on remercie Issa Koulibaly, on le remercie beaucoup. Le travail qu'il fait, c'est bien, c'est sincèrement bien. Une joie que les usagers de l'axe Tioro-Boron voudraient voir s'agrandir avec le bitumage de ce tronçon où passent en moyenne 100 véhicules par jour. Alors, ils placent beaucoup d'espoir en la prochaine visite du chef de l'État dans la région du Poro. Le reste de l'actualité en Afrique, en bref, nous irons en Afrique du Sud, où l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été hospitalisé ce matin en raison d'une nouvelle infection pulmonaire. Selon le gouvernement sud-africain, son état est grave mais stable. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé à Pretoria samedi pour une infection pulmonaire. L'ancien président sud-africain se trouve dans un état préoccupant mais stable, ont affirmé ses médecins. Une alerte annoncée à la télévision sud-africaine a provoqué beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Le héros de la lutte anti-apartheid est aujourd'hui âgé de 94 ans.
Les négociations entre les autorités maliennes et les groupes armés Touareg ont débuté samedi à Ouagadougou avec 24 heures de retard. La délégation malienne voulait introduire la milice d'autodéfense Gandakoy dans la négociation, une proposition refusée par les négociateurs Touareg et par le médiateur Blaise Compaoré. L'enjeu de ces discussions est de sécuriser la ville de Kidal pour permettre l'élection présidentielle prévue le 28 juillet dans tout le Mali. Les groupes armés Touareg qui tiennent aujourd'hui Kidal refusent la présence de l'armée dans la ville. Le médiateur burkinabé a appelé les deux camps à cesser les hostilités et à négocier. L'équipe nationale libyenne de football a joué vendredi son premier match international à domicile. La sélection n'avait pas joué depuis le déclenchement de la révolution en février 2011. La Libye a fait match nul 0-0 face à l'équipe de la République démocratique du Congo dans ce match comptant pour les qualifications au Mondial 2014. C'est une chance pour nous de montrer à la FIFA que nous sommes capables d'organiser des matchs de football dans de bonnes conditions, a affirmé le président de la Fédération libyenne de football. Et je vous le disais, c'était la victoire à tout prix. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont assuré cet après-midi en battant les Scorpions sur leur propre terrain en Gambie. 3-0, c'est le score à la fin du match. Cette rencontre hyper importante pour les éléphants de Côte d'Ivoire a débuté sur un coup de tonnerre dès la 12e minute. Les Ivoiriens, à la suite d'une perte de balle, sont surpris par le mouvement rapide amorcé par l'attaque gambienne. Zokora est trop court et Mustapha voit son tir heurter le montant droit des buts de Kopabari. Les éléphants ont eu chaud, cela a le mérite de les réveiller et à la 15e minute, sur une passe de Bonnie Wilfried, Traoré Lassina voit d'abord son tir contré. Il s'y reprend une deuxième fois pour battre le portier gambien, 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la pause. Dès la reprise, les Ivoiriens se font menaçants et à la 61e minute, Bonnie Wilfried double la mise à la suite d'un contre ultra rapide amené par Yaya et Traoré Lassina, auteur de la passe décisive. Nous jouons la dernière minute. Yaya, jusque-là transparent, marque un but somptueux sur le coup franc et corse l'addition pour la Côte d'Ivoire, 3-0. C'est le score final. La Côte d'Ivoire sans briller l'emporte largement en assurant l'essentiel, conserver sa place de leader dans son groupe. Voilà, on passe maintenant à la culture et on commence d'abord avec cette rencontre sous-régionale à laquelle assistait le directeur de cabinet de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agissait donc de parler du renforcement de coopération de la francophonie en Afrique de l'Ouest. Le maintien de la langue française en Afrique francophone est un enjeu essentiel. Pour promouvoir et soutenir les actions de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le RESIFAO, le réseau des structures et institutions en charge de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest, a organisé une session de réflexion sur le thème « Quelle stratégie pour une dynamisation du RESIFAO en vue d'une meilleure coopération francophone en Afrique de l'Ouest ». C'est aussi l'occasion pour le RESIFAO d'élire le nouveau président de la structure. L'Organisation internationale de la francophonie est représentée à la réunion régionale du RESIFAO. Un plan d'action pour les 3 années à venir a été mis en place par les participants afin de mieux structurer le RESIFAO. Il y aura des échanges, des concertations de façon à mieux structurer, à mieux pouvoir échanger entre les différentes commissions nationales de la francophonie dans tous les pays respectifs de la région, de façon à dialoguer davantage, intensifier des concertations et, je dirais, dans une dimension régionale, à se mettre d'accord sur l'une ou l'autre des thématiques que ces pays voudraient approfondir et soumettre aux autorités, donc à Paris, au siège de la francophonie. La Côte d'Ivoire sera le pays organisateur des 8e Jeux de la francophonie. Voilà, et c'est tout trouvé pour venir maintenant à la page culture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du cinéma ivoirien. Nous avons avec nous un invité, M. Fatiga Kramo Lanciné, directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci, M. Fatiga. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Alors, la question que j'aimerais d'abord vous poser, est-ce qu'il existe un cinéma ivoirien? Est-ce qu'on peut parler de cinéma ivoirien? On peut parler de cinéma ivoirien. D'abord, on peut parler de cinéma africain d'une manière générale. Et de cinéma ivoirien parce qu'en fait, le cinéma ivoirien se caractérise par un certain
professionnalisme. Et il faut reconnaître que chaque fois qu'on a été dans des compétitions nationales, enfin internationales ou africaines, on s'est fait suffisamment remarquer. Et il y a quand même, comme on peut le dire, une certaine écriture cinématographique africaine, ivoirienne, pardon. Et c'est pourquoi on parle dans le jargon de comédie à l'ivoirienne. Je crois que le cinéma existe. Alors, j'ai posé cette question parce que quand on parle de cinéma ivoirien, d'aucuns parlent d'agonie du cinéma ivoirien, d'autres même parlent de coma du cinéma, d'autres même vont jusqu'à parler même de la mort du cinéma ivoirien. Vous, que dites-vous? Je dois confesser que tous ces trois mots-là, tous les mots que vous avez utilisés, peuvent avoir leur place, si vous voulez, quand on parle de cinéma ivoirien, effectivement. Parce que qui parle de coma, qui parle d'agonie ou qui parle de mort, c'est qu'il y a un moment où ce cinéma a existé, effectivement. Et il faut reconnaître quand même que ces dernières années, ce cinéma n'est plus à la sellette, sur la sellette comme par le passé. Et c'est pourquoi tous ces mots que vous avez cités là, nous pouvons l'accepter, mais les perspectives sont quand même heureuses et s'annoncent assez prometteuses. On va parler de ces perspectives, mais avant, de quoi souffre concrètement le 7e art ivoirien? Madame, j'ai bien envie de vous... En tant que directeur général de l'Office national. Oui, j'avoue que j'aimerais plutôt retourner la question, si vous voulez, pour qu'on insiste sur les perspectives, plutôt que... Parce que les c'est bon quand même de faire un petit bilan. Peut-être que si on a une idée des difficultés, on pourra mieux comprendre les actions que vous allez mener en réponse à ces problèmes. C'est ça. En fait, si vous voulez, ça me fait un petit peu mal qu'on revienne encore sur ces difficultés parce que ces difficultés ont été ressassées suffisamment. Et qui, vous pensez, ont trouvé réponse? Voilà, justement, parce qu'on les a évoquées, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une perspective qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place et qui vont vraiment permettre que ce cinéma ivoirien soit dans de bonnes conditions d'exécution et que vraiment on puisse avoir de bons résultats. C'est vrai que vous voulez passer sous silence ces difficultés, mais moi, je veux juste que vous regardiez un peu dans nos villes. On commence à Abidjan, où les salles n'existent plus. Or, pour parler de cinéma, il faut des salles de projection. Tout à fait. Alors, quelle réponse avez-vous trouvé alors? Non, on ne va pas... Non, c'est vrai juste que vous voulez qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Non, on laisse la difficulté, mais la réponse à cette question, la réponse à cette question est toute simple. D'abord, il faut reconnaître que le cinéma mondial ou le cinéma africain est un peu en crise un peu partout. C'est vrai qu'il y a une désaffection des salles, mais il faut maintenant que nous puissions donner une réponse ou des réponses, si vous voulez, à ce problème que vous avez évoqué, la disparition des salles. Et en Côte d'Ivoire, nous avons la chance, dans le cadre d'une restructuration qui est en cours. Parce que l'Office, en tant que réalisateur, voilà, vous aviez tant souhaité sa Nous avons tant souhaité, une quarantaine d'années, que nos aînés, que nous-mêmes et que les jeunes qui emboîtaient le pas dans le domaine du cinéma ont appelé de tout leur vœu la création de cet office qui existe. Et cet office n'est pas seul. Cet office est doté, en tout cas, ou accompagné de la création d'un fonds qui est le fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Et donc, il va répondre à la question, qui vont pouvoir répondre à la question. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est qu'il est actuellement en train d'aller sur la table des députés une loi sur le cinéma. Et ce sont autant de choses qui manquaient. Quel est le contenu? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons que ce cinéma, le cinéma, si vous voulez, soit considéré comme une industrie. Une industrie qui évolue dans un cadre normatif avec des législations qui vont permettre, par exemple, au privé qui est là à l'affût et qui, une fois que l'amateurisme dans lequel nous baignons fera place à un professionnalisme, va emboîter le pas et vraiment on pourra donc parler de cinéma, des gens qui vont mettre de l'argent dans des films et ces films qui vont être amortis et voyez-vous, toute la chaîne industrielle va se mettre en place. Alors, comme vous avez parlé d'amateurisme, alors je vais vous demander, vous, en tant que professionnel, de jeter un regard sur les dernières productions. Est-ce qu'aujourd'hui, ces séries ivoiriennes, vous, quel jugement vous apportez sur ces séries? Heureusement que ces séries ivoiriennes ont existé. C'est pourquoi quand on parle de coma ou de mort de cinéma, je dis non. Vous avez parce dit qu'en fait, c'est le cinéma. Oui, c'est vrai que c'est tout un ensemble. Actuellement, aujourd'hui, l'économie du cinéma a changé et il faut parler de cinéma et audiovisuel. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ainsi que ces feuilletons, dont le premier précurseur d'ailleurs a été ma famille, qui a fait un boom sur le plan international, aussi bien en Afrique que même en Europe. Donc vraiment, c'est des choses qui ont existé et qui ont permis aussi que des films comme les Commissariats de Tampi et tous ces films qui sont en train de naître dans toute l'Afrique là, c'est parti de là.
Et heureusement, comme je disais, que ces feuilletons ont existé. Est-ce que ces films-là oui. peuvent être compétitifs aussi bien, je vais dire, à l'échelle nationale qu'internationale? On prend le dernier FESPACO, où on est revenu, je pourrais dire, presque bredouille. Mais écoutez, alors, quelles sont vos propositions pour que justement ces films ivoiriens, ces séries ivoiriennes puissent faire rêver? D'abord, il faut que ces séries ivoiriennes existent, en même temps que les longs métrages ivoiriens. Parce qu'on n'a pas eu de long métrage en compétition, parce qu'on n'a pas eu de long métrage fait dans la période entre les deux FESPACO. Heureusement que nous avons eu la chance d'avoir le mec idéal de O.L. Brown, qui nous a valu d'ailleurs, ceci dit, il faut le dire en passant, les talons de bronze, qui n'est pas n'importe quoi, qui est quand même un prix. Et entre-temps, il n'y a pas eu de film fait à la dimension qui puisse être retenu dans la compétition du FESPACO. Vos priorités, pour terminer, allez-y. Voilà, nos priorités, si vous voulez. Au niveau de l'office? Au niveau de l'office, c'est que nous sommes en train de préparer un événement. Non, je pense qu'il y a un événement très, très important qui va arriver la semaine prochaine. C'est la rentrée culturelle, doublée, si vous voulez, de l'inauguration de ce centre que le ministre Bandama Maurice, auquel le ministre Bandama Maurice a donné vie. Et avec tous les mécanismes mis en place, je pense que les perspectives pourraient être très, très heureuses et que nous allons pouvoir, dans la mouvance donc, de la Côte d'Ivoire émergente, proposer un cinéma émergent. Merci beaucoup, M. Fatiga. Nous allons rejoindre Gabriel Zani à l'Hôtel Ivoire, sur place où va se dérouler dans quelques instants la finale du concours Miss Côte d'Ivoire. Gabriel Zani, est-ce qu'on peut la retrouver maintenant pour connaître l'ambiance sur place? Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous. Effectivement, Miss Côte d'Ivoire 2013 n'a pas encore démarré, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les organisateurs s'activent pour que tout se passe bien, pour que tout soit prêt à l'heure, à 21h. Alors l'ambiance ce soir, ce sera une ambiance de fête, une ambiance très rythmée aussi, une ambiance qui donnera l'occasion à toutes les personnalités, notamment la première dame, Madame Dominique Ouattara, de participer à cette belle cérémonie. Il y aura également plusieurs membres du gouvernement, donc une ambiance de fête où se mêleront agréablement le glamour et la beauté. Voilà, Gabriel Zani, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Et si la réalisation nous permet, est-ce qu'on peut repartir encore retrouver Gabriel pour... D'accord. Voilà, Gabriel Zani, donc, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions pour vous faire vivre en direct donc, cette finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2013. Et on connaîtra qui succédera à Valérie Diouka, Miss Côte d'Ivoire 2012. Voilà, on va s'arrêter ici, mais sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est au Congo-Brazzaville, où il est en visite. Le chef de l'État, donc pour son deuxième jour de visite, était à Pointe-Noire, où il a visité le port autonome de la localité, en compagnie de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. On reviendra sur cet événement dans nos prochaines éditions. Merci de votre aimable attention.